La pièce était froide, stérile et insonorisée, conçue pour faire sentir à une personne qu'elle était complètement et totalement seule. De l'autre côté de la table en acier se trouvait ma sœur Chloé, une femme qui avait toujours besoin d'être la star du spectacle. Maintenant réduite à un désordre larmoyant sous le regard de deux officiers de police militaire silencieux, elle essayait sans cesse d'accrocher mon regard, cherchant une alliée, la petite sœur qu'elle avait l'habitude de sauver. Je ne lui offrais rien d'autre que l'immobilité. La porte s'ouvrit dans un sifflement. Et mon commandant, le colonel Evans, entre. C'était un homme qui valorisait la précision et voyait la compétence là où ma propre famille ne voyait qu'un passe-temps. Il posa un mince dossier sur la table, le bruit résonnant dans le silence. Il ne jeta même pas un regard à Chloé. Ses yeux, vifs et analytiques, étaient fixés sur moi. Spécialiste Sharma, commença-t-il, sa voix plate. Dépourvu de toute chaleur, le contre-espionnage requiert votre évaluation officielle. Cette personne est-elle une menace, une complice consentante, ou simplement une idiote utile? Les mots restèrent suspendus dans l'air, chacun un coup de marteau. Je vis le moment où la vérité atterrit enfin dans les yeux de Chloé, la réalisation horrifiée que ce n'était pas moi qui étais en difficulté. J'étais membre du tribunal. À peine 30 minutes plus tôt, j'étais en train de sourire. La salle du courrier sur une base de renseignement des signaux hautement sécurisés n'est pas exactement un lieu de joie, mais l'arrivée d'un colis d'anniversaire peut changer cela. Mes amis riaient avec moi tandis que l'employé me tendait une boîte criarde, emballée de couleurs vives. Chut, Chloé. Je tendis la main pour la prendre, une chaleur rare et simple se répandant dans ma poitrine. Mais alors une ombre tomba sur le paquet. C'était le colonel Evans. Son attitude habituellement détendue avait disparu, remplacée par un masque rigide. Éloignez-vous, Sharma, dit-il. Sa voix un ordre bas qui coupa court au bavardage. J'étais confuse. Monsieur, demandai-je, ma main figée en l'air. Il ne répondit pas. Il pointa simplement un doigt, ferme et stable, vers l'étiquette d'expédition. Mes yeux suivirent sa direction et la chaleur dans ma poitrine se transforma en glace. Là, sur la première ligne, griffonnée de l'écriture bouclée de ma sœur, se trouvait la phrase qui allait faire exploser toute ma vie. C'était une blague stupide, un running gag de longue date, une pique condescendante constante sur ma carrière secrète. Mais dans ce monde, un monde de codes et de conséquences, c'était une confession. Elle disait « de ta petite espionne préférée ». Chloé trouvait ça hilarant. Elle m'appelait sa petite espionne depuis que je m'étais engagée. Convaincue que je ne faisais que pousser du papier dans un coin oublié de l'armée, elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'utiliser une phrase déclencheuse connue sur la liste de surveillance de l'agence même pour laquelle je travaillais. Pour comprendre la tempête qu'elle avait déclenchée, il faut comprendre les deux vies que j'étais forcée de mener. Pour eux, j'étais juste un fantôme à la table du dîner, une présence silencieuse à tolérer. Cela n'avait jamais été plus clair qu'à notre dernier Noël en famille. Toute la soirée avait été, comme toujours, le spectacle de Chloé, ma sœur, Chloé, une gestionnaire de médias sociaux pleine d'énergie qui confondait l'attention avec l'affection, tenait la cour. Elle avait son téléphone sorti, balayant les analyses d'une campagne virale qu'elle avait orchestrée pour une boisson gazeuse. Sa voix était forte, ses gestes grandioses, et toute la famille était complètement captivée par l'histoire de comment elle avait fait tendance un hashtag pendant 12 heures. C'était son monde entier, les likes, les partages et l'approbation publique fugitive. Mon père, M. Sharma, un homme qui mesurait le succès par la facilité avec laquelle il pouvait être expliqué lors d'un cocktail, rayonnait. Il voyait sa propre ambition reflétée dans le charisme facile de Chloé. Je restais assise là, sirotant un verre d'eau, sentant le manteau d'invisibilité familier s'installer sur moi. Après que la performance de Chloé se soit enfin calmée, il y eut un bref silence. Je vis une ouverture, une petite lueur d'espoir stupide, que peut-être cette fois serait différente. Je m'éclaircis la gorge et mentionnai que je venais de recevoir mes scores du test d'aptitude aux langues de la défense. Je leur dis que j'avais marqué dans le top 1%. Pendant un moment, il y eut le silence. Je vis mon père traiter l'information, son front plissé non pas de fierté, mais de confusion. Qu'était-ce qu'un D-Lab? Comment pouvait-il s'en vanter? Cela n'avait pas d'éclat, pas de glamour. Il tendit la main à travers la table et tapa sur la mienne d'un geste dédaigneux. Ce geste que j'avais appris à redouter. C'est bien, ma chérie. Tous ces livres payent enfin, dit-il, son ton dégoulinant de condescendance. Mais Chloé,
Elle est là, dehors, dans le monde réel. À faire bouger les choses, Chloé me lança un regard de l'autre côté de la table. Ce n'était pas méchant. Pas exactement. C'était pire. C'était de la pitié. Le registre interne dans mon esprit feuilleta une douzaine d'autres entrées. Le trophée de la foire scientifique qui n'avait jamais été exposé, les bourses académiques accueillies par un haussement d'épaules, les années de ma diligence silencieuse traitées comme un passe-temps excentrique et invendable. Mon monde réel était un endroit qu'il ne pouvait même pas imaginer. Ce n'était pas une salle à manger bruyante et festive, c'était un CIF, une installation d'information compartimentée sensible, une pièce si secrète qu'elle n'existait pas officiellement, baignée dans la lueur bleue froide de moniteurs affichant des cascades de données chiffrées. Il n'y avait pas de rires ici, seulement le bourdonnement bas des serveurs et le silence intense et concentré de personnes engagées dans un travail avec zéro marge d'erreur. C'était mon bureau, ma chaise, mon monde. Je n'étais pas Anya la silencieuse ici. Ici, j'avais un nom différent. À peine quelques semaines avant ce dîner de Noël, j'étais de garde, mes écouteurs pressés contre mes oreilles, tandis que je analysais des renseignements bruts de signaux provenant d'une région à haut risque. Mes yeux balayaient le flux de données, cherchant des motifs, des murmures dans le bruit statique. Et puis je le vis. C'était minuscule, presque imperceptible, une micro-variation dans la transmission numérique. Un jitter, comme nous l'appelions. C'était un défaut si subtil qu'il ressemblait à du bruit. Mais ma formation me disait que c'était l'empreinte d'un signal piggyback. Un utilisateur non autorisé sur un réseau sécurisé, c'était une brèche à grande échelle, se produisant en temps réel. Et personne d'autre ne l'avait attrapé. Mes doigts volèrent sur le clavier, mon rapport concis et clair. Je signalais l'intrusion, traçais son point d'origine probable, et recommandais des contre-mesures immédiates. Je signais le rapport non pas avec mon nom, mais avec mon indicatif d'appel, mon commandant, le colonel Evans, un officier de renseignement de carrière qui ne gaspillait jamais un mot et voyait le talent avec une clarté absolue, se tenait derrière moi moins de 5 minutes plus tard. Il examina mon rapport sur sa tablette, son expression indéchiffrable. Puis il me regarda, une lueur d'immense respect dans ses yeux. « Bon travail ?»« Echo 7, dit-il, sa voix basse, mais portant plus de poids que toutes les louanges vides de mon père. « Vous venez d'empêcher une brèche catastrophique du réseau Centcom. » Il ne tapa pas sur ma main, il ne m'appela pas ma chérie, il m'appela par le nom que j'avais gagné, et il reconnut les vies que je venais de protéger. Dans cette pièce silencieuse et glacée, je ne m'étais jamais sentie aussi vue. C'était ma réalité. Pourtant, quand j'essayais de combler le fossé, c'était impossible. Je me souviens d'un appel téléphonique avec ma mère, Madame Sharma, une femme dont l'identité entière était construite sur le maintien de l'illusion d'une famille parfaite et heureuse. J'avais essayé d'expliquer pourquoi j'étais frustrée après ce dîner de Noël, et sa réponse me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Anya, tu dois comprendre, » avait-elle dit, sa voix pleine de ce ton apaisant que je détestais. La vie de Chloé est si publique, tout est là dehors. La tienne est un emploi gouvernemental, c'est stable, ce qui est merveilleux. Mais elle a plus besoin de notre encouragement. Nous pouvons réellement voir ce qu'elle fait. Ces mots mettaient la vérité à nu. Il n'était pas seulement ignorant de ma vie, il l'était volontairement. Mon monde était trop complexe, trop silencieux, il ne rentrait pas dans leur narrative simple, alors il choisissait de ne pas le voir du tout. C'était plus facile de célébrer l'enfant en or que d'essayer de comprendre celle qui vivait dans l'ombre. Pendant des années, j'avais accepté les deux mondes. Dans leur monde, j'étais Anya la silencieuse, la drone gouvernementale. Dans mon monde, j'étais Echo-7. L'analyste qui protégeait les secrets. Après le paquet de Chloé, je réalisais qu'un monde était sur le point de heurter violemment l'autre et que je ne les protégerais plus des conséquences. Après que le confinement de la base entière ait été levé, je me retrouvais dans une salle de briefing stérile avec le colonel Evans. La seule autre chose sur la longue table était le paquet, mon cadeau d'anniversaire. Maintenant scellé dans un sac en plastique transparent pour preuve, il paraissait si petit et pathétique. Le colonel joignit ses doigts en steeple, son expression tout en affaires. Il expliqua que la phrase que Chloé avait écrite, combinée à la destination du paquet sur un hub de renseignement des signaux connus, avait déclenché un système automatisé. Cela s'appelait l'opération Drapeau Rouge. Le protocole était absolu, le système n'avait pas de sentiment ni de sens de l'humour. Il voyait une menace potentielle et mandatait une enquête complète de contre-espionnage sur l'expéditeur. Par conception,
Il assumait une intention hostile jusqu'à preuve du contraire. Je sentis un calme étrange s'installer sur moi tandis qu'il parlait. C'était un monde que je comprenais, un monde de logique, de cause et d'effet. Chloé avait fourni la cause. Le système fournissait les faits. Puis le colonel Evans m'offrit quelque chose que je n'attendais pas. Une sortie. Je peux classer cela comme une instance domestique non crédible. Sharma, dit-il. Sa voix calme. Un drapeau système trop zélé. Nous pouvons faire disparaître le rapport. Pendant une fraction de seconde, je vis le chemin facile. Je pouvais l'enterrer, retourner à la rancœur silencieuse, aux tapes dédaigneuses sur la tête, au cycle sans fin d'être invisible. Le registre interne d'un millier d'affronts me dit de ne pas le faire. Je regardais le sac de preuves, l'écriture bouclée et insouciante de ma sœur. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était forcé, pour la première fois de sa vie, à entrer dans un monde où les actions ont des conséquences inévitables. Non, monsieur, dis-je, ma voix stable. Ne trahissant rien du tumulte intérieur, le protocole a été déclenché par les données fournies, le protocole doit être suivi jusqu'à sa conclusion, ma relation avec l'expéditeur est irrelevante. Un regard de compréhension sombre passa sur le visage du colonel. Il savait que je faisais le bon choix. Et le plus dur, ma tâche suivante était de construire le dossier d'enquête préliminaire sur l'expéditeur. Je m'assis à un terminal sécurisé, l'écran baignant mon visage d'une lumière froide. J'entrais méthodiquement les informations Chloé Sharma, son adresse, son emploi de haut niveau en marketing, puis je passais à ses médias sociaux. Les plateformes mêmes qu'elle utilisait pour projeter sa vie parfaite devinrent une source d'information. Je cataloguais chaque post où elle me qualifiait, en plaisantant de sa petite espionne, chaque photo où elle m'avait tagué près de la base. Je n'inventais rien, je nourrissais simplement ses propres mots, son empreinte numérique, dans une machine qui les analyserait sans biais, ni sentiment familial. Je donnais au système les données qu'il requérait, chaque post vantard, chaque blague condescendante, chaque photo où elle m'avait tagué devint un point de données dans une enquête officielle. La police militaire fut dépêchée. Chloé était sur le point de découvrir que dans mon monde, on ne peut pas simplement supprimer un commentaire. La police militaire escorta ma sœur dans la salle d'interrogatoire numéro 3. Je regardais depuis la salle d'observation voisine, une vitre sans teint séparant mon monde de celui qu'elle était sur le point d'entrer. La pièce était une boîte grise parfaite, conçue pour n'offrir aucun confort, aucune distraction. Chloé entra avec les derniers vestiges de sa bravade intacte. Elle était habituée à ce que les pièces s'adaptent à son énergie, mais cette pièce était un vide. Elle absorbait son indignation et ne rendait rien. Les deux MP partirent, et la lourde porte se ferma dans un clic, la laissant totalement seule dans le silence oppressant. Je pouvais presque entendre ses pensées. C'était une grosse erreur. Un malentendu, Anya, sa petite sœur stupide, avait dû se mettre dans le pétrin, et il l'avait entraînée dedans. Elle commença à faire les 100 pas, répétant le discours qu'elle donnerait à n'importe quel bureaucrate malchanceux qu'ils enverraient. Elle menacerait de poursuite. Elle lâcherait le nom de notre père. Elle croyait être en contrôle, que les règles de son monde, où la confiance est monnaie et la voix la plus forte gagne, s'appliquaient encore. Elle n'avait aucune idée que les règles avaient changé et qu'elle était maintenant une visiteuse dans un pays étranger, et que j'étais celle qui écrivait les lois. La porte s'ouvrit, et le colonel Evans entra. Il ne s'assit pas, il se tint droit, tenant une tablette comme une arme. Il commença sans préambule, sa voix plate et officielle. « Chloé Sharma », déclara-t-il, sans demander. « Vous êtes l'expéditrice d'un paquet qui a déclenché une alerte de sécurité de niveau 4 dans cette installation. » Chloé ricana, le son choquant de l'oud dans la pièce silencieuse. Une alerte de sécurité, c'était un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. C'est insensé. Les yeux du colonel ne sillèrent même pas. Il continua comme si elle n'avait pas parlé. Le paquet contenait un mot de code connu d'intelligence hostile et était adressé à un actif sécurisé. Mutom Code. C'était une blague, balbutia-t-elle, sa confiance enfin craquelant. C'est une chose stupide qu'on dit depuis des années. Demandez à Anya, elle vous le dira. Le colonel Evans ignora la supplication, sa voix descendant encore plus bas, devenant plus tranchante. Notre seule préoccupation à ce stade est de déterminer vos motifs. Nous devons savoir si vous avez été contrainte, compromise ou agissant avec une intention consentante pour contacter un actif d'intelligence protégé. Les mots cliniques et terrifiants restèrent suspendus dans l'air. Contrainte, compromise, intention consentante.
C'était le langage de la trahison. Pas d'une querelle familiale. Le visage de Chloé pâlit. Le combat s'échappait d'elle, remplacé par une peur rampante. Elle était sur le point de lancer une autre tirade défensive quand la porte s'ouvrit à nouveau, et j'entrai. Je n'étais pas menottée, je n'étais pas larmoyante ou effrayée. Je portais mon uniforme de service de l'armée impeccable, mes rubans et insignes parfaitement alignés. Dans ma main, je tenais un dossier bleu avec une feuille de couverture classifiée. Je fermai la porte derrière moi et marchai pour me tenir aux côtés du colonel Evans. Un front uni d'autorité absolue. Je ne regardais pas ma sœur, je m'adressais à mon commandant. Monsieur, dis-je, ma voix aussi calme et stable que je l'avais jamais entendue. J'ai complété l'évaluation préliminaire de menace sur l'individu. Je laissai le mot suspendu dans l'air. Individu. Pas Chloé, pas ma sœur. Elle était sans voix, sa bouche légèrement entr'ouverte, tandis qu'elle regardait de moi au colonel et vice-versa. Toute la fondation de son monde craquelait sous ses pieds. Enfin, je tournai la tête et rencontrai son regard. Mes yeux étaient aussi froids que la pièce. La blague que tu as écrite, commençai-je, mon ton méthodique, est une phrase de reconnaissance utilisée par une cellule dormante du SVR que nous chassons activement depuis 18 mois. Elle est utilisée pour signaler un actif compromis. Je fis une pause, laissant le poids de mes mots s'enfoncer. Ton paquet envoyé à cette boîte postale spécifique, à ce moment précis, a failli faire sauter toute l'opération. Cela nous a forcés à extraire 3 agents en couverture profonde du terrain. Son visage se froissa. Le dernier morceau de sa réalité se transforma en poussière. Ce n'était pas une erreur, c'était réel, mais le coup final n'avait pas encore été porté. Le colonel Evans le délivra avec une précision chirurgicale. « Votre sœur, Chloé, n'est pas une employée de bureau, dit-il, sa voix coupant à travers son horreur naissante. Elle est une spécialiste en renseignement des signaux. Son indicatif d'appel opérationnel est Echo 7. Il fit un pas en avant. Elle est l'analyste en chef de la division de contre-espionnage même qui vous enquête maintenant. Votre nom est sur ce rapport officiel parce que, comme c'est son devoir, elle l'y a mis elle-même. C'était ça, c'était le moment. Je vis 20 ans de rejet et de condescendance s'évaporer de son visage. Remplacée par un choc pur et non adultéré, elle me regarda vraiment. Pour la première fois de nos vies, elle ne voyait pas Anya la silencieuse, la petite sœur ennuyeuse avec ses livres. Elle voyait Ecosat, une analyste en chef, une entité puissante et inconnue qui tenait toute sa vie dans la paume de sa main, tous les secrets, les nuits tardives, le boulot ennuyeux. Tout s'emboîta en un moment horrifique qui brisait sa vision du monde. Elle avait passé une vie à me faire sentir petite. À la fin, il n'avait fallu que 2 mots, Ecosat, pour lui montrer à quel point mon monde était grand. 6 heures plus tard, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit et Chloé émergea. Elle était le fantôme de la femme qui était entrée. Sa bravade avait disparu, son visage était pâle et bouffi, et dans sa main, elle serrait des copies des documents qu'elle avait été forcée de signer, une lettre de sécurité nationale et un accord de non-divulgation qui la liait légalement au silence pour le reste de sa vie. Elle n'était plus juste Chloé, la gestionnaire de médias sociaux. Elle était maintenant une personne avec un dossier gouvernemental permanent, une personne qui avait été officiellement avertie. Elle me vit au bout du couloir, parlant avec 2 autres analystes, et fit un pas hésitant vers moi, sa bouche s'ouvrant pour dire quelque chose. N'importe quoi. Je ne lui donnais pas la chance. Je rencontrai son regard désespéré pendant une fraction de seconde. Lui donnai un léger hochement de tête, presque imperceptible de rejet, puis lui tournai complètement le dos. Un de mes collègues pointait un diagramme sur une tablette, demandant mon avis sur une nouvelle situation en développement, et je lui accordai toute mon attention. Nous nous éloignâmes, nos voix un murmure bas de paramètres de mission et de sécurité opérationnelle, laissant Chloé totalement seule dans le long couloir stérile. À ce moment, c'était elle, l'invisible, et je compris enfin que je n'avais jamais eu besoin qu'elle me voie du tout. 6 mois plus tard, je me tenais à un podium dans un auditorium sécurisé sur la base. Le grade sur mon uniforme était différent maintenant. J'étais le lieutenant Anya Sharma. Devant moi s'asseyait une classe de nouveaux analystes en renseignement, leurs visages impatients et nerveux, me rappelant moi-même il y a quelques années. Sur le grand écran derrière moi se trouvait une diapositive détaillant une étude de cas anonymisée, dossier K 73 milliards, anomalie d'origine domestique.
Elle détaillait comment un paquet apparemment inoffensif d'un membre de la famille, portant une phrase codée insouciante, avait initié un protocole de sécurité à grande échelle. C'était mon histoire. Nettoyée de noms et polie en une leçon sur l'importance de la vigilance et la nature impitoyable des systèmes que nous maintenons, je n'étais plus la crise, j'étais celle qui enseignait à partir d'elle. Ma voix était stable et confiante, tandis que je les guidais à travers les faux pas procéduraux et les compromis potentiels, transformant le dysfonctionnement toxique de ma famille en un atout de formation précieux pour la prochaine génération d'analystes. Le passé n'était plus une source de douleur, c'était juste des données. Après le briefing, tandis que les analystes sortaient, le colonel Evans s'approcha de moi. Il avait un petit sourire rare sur le visage. C'était bien fait, Lieutenant, dit-il. Le nouveau titre venant de lui se sentait plus validant que n'importe quelle louange que ma famille m'avait jamais donnée. Il regarda autour de la pièce maintenant vide. Vous avez pris une crise personnelle et l'avez transformée en une force professionnelle. Vous avez démontré une intégrité irréprochable quand cela comptait le plus. C'est la marque d'un leader. Ces mots étaient simples, directs et sincères. Ils étaient une reconnaissance de mon caractère, pas seulement de mes accomplissements. C'était ma nouvelle famille, une communauté construite non pas sur une obligation dysfonctionnelle et des règles non écrites, mais sur le respect mutuel, un but partagé et la reconnaissance silencieuse d'un travail bien fait. C'était tout ce dont j'avais toujours eu besoin. Quelques semaines après cela, j'étais dans mon nouveau bureau, un espace plus grand avec une fenêtre qui donnait sur l'ensemble de l'installation. La promotion était venue avec plus de responsabilités et j'étais plongée dans la planification d'une nouvelle opération quand une notification d'email apparut sur mon écran. L'expéditeur était Chloé. La ligne de sujet était juste 2 mots. Je suis tellement désolée. Pendant un moment, je la fixais simplement. Une excuse? La chose que je pensais autrefois réparerait tout. Les mots que j'avais désirés pendant des années, je l'ouvris avec un étrange sentiment de détachement. C'était un roman, un long mur de textes décousus et pathétiques remplis d'excuses, d'auto-apitoiement et de supplications pour le pardon. Elle écrivait sur comment elle n'avait jamais su, comment elle plaisantait juste, comment nos parents étaient dévastés. Elle était désolée pour ce qui lui était arrivé, pour comment sa vie avait été impactée. Je lus les premiers paragraphes et je sentis rien. La vieille blessure avait disparu. Le registre interne que j'avais tenu si longtemps était fermé. Payé en totalité, sa validation n'était plus une monnaie que j'acceptais. Sans une seconde pensée, mon doigt se déplaça vers la souris, je cliquai, et l'email disparut dans le dossier d'archives, non lu et sans réponse. Je me tournai vers la grande carte holographique sur mon écran principal, mon esprit déjà sur la mission suivante. Ma paix était enfin mienne. Ma sœur m'avait envoyé un cadeau pour me rappeler qui elle pensait que j'étais. Au lieu de cela, mon commandant lui avait montré qui j'étais devenue. Si vous avez déjà dû prouver votre valeur dans un monde que les gens refusent de comprendre, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, votre signal est toujours reçu, haut et fort.